Remettre de l'ordre dans sa vie n'est pas un acte grandiose, ni un spectacle destiné à attirer l'attention des autres. C'est en fait un processus interne, silencieux et souvent invisible. C'est un moment d'alignement entre votre conscience et votre essence la plus profonde. Alors que la plupart des gens s'affairent à construire une image de force, de succès ou de bonheur pour le monde extérieur, le vrai travail se fait dans le silence de l'introspection, dans le courage de réorganiser sa propre existence, même si personne ne le voit ou ne l'apprécie. Une vie désordonnée est le reflet d'un esprit chaotique, dispersé et bruyant. À l'inverse, une vie organisée créée dans le silence révèle la structure, la clarté et la stabilité qui sont les fruits d'une âme intégrée. Vous n'avez pas besoin de déclarer vos changements ou d'expliquer vos moments de silence aux autres. Ceux qui essaient de convaincre les autres qu'ils ont changé oublient souvent de regarder à l'intérieur et de se transformer réellement. L'objectif n'est pas de plaire aux yeux des autres, mais de cultiver une vie cohérente, authentique et équilibrée. Une vie libérée des excès du gaspillage et des distractions internes. Quand vous cessez de vous soucier de l'image que vous projetez et commencez à vous occuper des fondations invisibles qui soutiennent votre routine, tout se met lentement en place. Vous commencez à agir avec méthode non pas parce que le monde a changé, mais parce que vous avez cessé d'alimenter le chaos en vous. Vous observez les choses plus sereinement. Vous donnez la priorité à ce qui est vraiment important et surtout, vous apprenez à dire non à tout ce qui maintient votre esprit et votre cœur dans le désordre. Ce désordre peut être mental, émotionnel, matériel ou spirituel. Organiser sa vie n'est pas un talent inné, c'est un choix conscient. Et comme tout choix transformateur, il exige force, persévérance et clairvoyance. Vivre de manière ordonnée, c'est rejeter la précipitation et les réactions impulsives. C'est accepter que le véritable contrôle de la vie ne réside pas dans les événements extérieurs, mais dans la façon dont nous structurons notre monde intérieur pour faire face à tout ce qui se présente à nous. Cette structure n'est pas construite sur des impulsions passagères, mais sur des principes profonds. 1. Le rangement de votre vie est un acte d'individuation. Ranger sa vie, c'est bien plus que maintenir une routine productive ou avoir un agenda parfait. Du point de vue de la psychologie de Carl Jung, ce processus représente l'un des voyages les plus importants de l'existence, le chemin de l'individuation. Le but n'est pas de ressembler à quelqu'un qui a tout sous contrôle, mais de devenir la personne que vous êtes au plus profond de vous-même. L'individuation est le processus par lequel une personne intègre ses parties conscientes et inconscientes pour former un tout. Cela nécessite un effort profond pour rencontrer, accepter et faire la paix avec tout ce qui a été négligé en vous-même, vos peurs, vos contradictions, vos blessures et vos potentiels non développés. Dans ce contexte, organiser sa vie ne consiste pas à peindre un tableau de perfection pour le monde extérieur. C'est avant tout un engagement radical envers la vérité intérieure. Il s'agit de regarder à l'intérieur, de confronter les aspects chaotiques et dispersés de l'esprit, les schémas automatiques, les croyances limitantes et les émotions refoulées et de les mettre en lumière dans la conscience. Lorsque Jung parlait d'être soi-même, il ne s'agissait pas d'une performance, mais du courage de suivre son propre chemin avec authenticité, même si cela signifie décevoir les attentes extérieures. Le désordre à l'extérieur n'est souvent que le reflet de ce qui est désaligné en nous. Lorsqu'il y a un conflit intérieur, la routine devient lourde, les décisions deviennent confuses et les relations perdent leur équilibre. C'est pourquoi remettre de l'ordre dans sa vie ne commence pas par l'application d'une liste de choses à faire, mais par une écoute attentive de la voix de l'âme. 2. Le chaos extérieur reflète un désordre spirituel intérieur. Dans la perspective de la psychologie des profondeurs de Carl Jung, le monde qui nous entoure sert souvent de miroir à notre âme. Le chaos extérieur, la confusion quotidienne, les relations problématiques et les cycles récurrents d'auto-sabotage ou de procrastination sont rarement de simples coïncidences. Ce sont souvent la manifestation concrète d'un désordre spirituel qui a été ignoré, refoulé ou mal compris. Jung l'exprime clairement: tout ce que nous ne confrontons pas en nous-mêmes nous arrive comme le destin.
En d'autres termes, tout ce que nous évitons de regarder à l'intérieur est projeté sur le monde comme si cela venait de l'extérieur. Mais cela vient en fait de la partie inconsciente de notre personnalité, de notre ombre, qui contient tout ce que nous avons rejeté ou exclu de notre conscience. Lorsque nous nions des parties fondamentales de qui nous sommes pour nous intégrer, pour plaire ou simplement pour survivre émotionnellement, nous créons une fracture en nous-mêmes. Cette division intérieure mène à une sorte de bruit spirituel qui devient insoutenable avec le temps. Un esprit fragmenté sans direction claire commence à influencer indirectement nos choix. Nous commençons à vivre en mode réactif, gouverné par des impulsions, des angoisses et des répétitions inconscientes. La vie semble hors de contrôle, mais elle est en fait le reflet d'une âme qui a perdu le contact avec sa propre intégrité. C'est pourquoi essayer d'organiser sa vie à un niveau externe, comme simplement nettoyer la maison, établir des routines ou se fixer des objectifs, ne suffit pas si le chaos intérieur n'est pas accueilli et compris. Le véritable ordre commence lorsque nous donnons une voix à ce qui a été réduit au silence en nous. 3. Commencer la journée avec la pleine conscience, c'est se connecter au soi. Commencer la journée avec la pleine conscience n'est pas seulement un choix de bien-être ou de productivité. C'est un effort profond pour se reconnecter au centre organisateur de l'âme, à la totalité de l'être, que Jung a appelé le soi. Alors que l'ego est préoccupé par les angoisses quotidiennes, les distractions extérieures et les exigences sociales, le soi représente notre essence la plus profonde, la source de sagesse intérieure qui guide le processus d'individuation. Lorsque nous nous laissons emporter par l'agitation, les notifications, les responsabilités ou l'envie automatique de faire des choses dès le réveil, nous nous éloignons du soi et plongeons dans le bruit du monde. Cela renforce la fragmentation spirituelle. Mais lorsque nous choisissons de commencer la journée dans le silence, la pleine conscience et l'intention, nous revenons en fait à notre centre. Pensez à M. Dupont, l'enseignant à la retraite qui s'est créé un espace de tranquillité chaque matin avant d'affronter le chaos de la ville. Ce moment de calme sur son balcon, à regarder le ciel s'éclaircir, à prendre une profonde respiration et à gribouiller quelques lignes dans un vieux carnet, représentait un voyage quotidien de retour à son axe. Il ne se préparait pas seulement pour la journée, il initiait un dialogue avec sa propre âme. Ce rituel est une image archétypale de l'individu qui se retire pour écouter sa voix intérieure avant d'affronter le monde extérieur, et c'est l'un des fondements de la psychologie jungienne. Le soi ne crie pas, il chuchote, et nous ne pouvons l'entendre que lorsque l'esprit est silencieux, que le corps est dans l'instant présent et que l'ego cesse de réagir pour commencer à observer. Ce contact n'a pas besoin de durer des heures. Parfois même 10 minutes suffisent pour empêcher le chaos de la journée de déterminer le rythme de l'âme. 4. Réduire les distractions, c'est protéger la connexion avec l'inconscient. Nous vivons à une époque où la surstimulation est devenue la norme, notifications constantes, fils d'actualité sur les réseaux sociaux et un déluge croissant d'informations. Tout cela semble faire partie de la vie quotidienne moderne, mais il y a un prix caché à payer, une déconnexion progressive de nous-mêmes. Carl Jung a averti que le contact avec l'inconscient et donc avec l'âme n'est possible que lorsque l'esprit est réceptif, que le bruit extérieur se calme et qu'il y a de la place pour une écoute intérieure. Chaque distraction que nous acceptons automatiquement, chaque instant où nous sautons inconsciemment d'une tâche à l'autre, est un pas de plus loin de notre propre essence. Le soi, la totalité de l'être, ne se révèle pas au milieu du bruit. Il vit dans le silence. Il émerge lorsque l'ego apaise son anxiété de contrôle et de performance. Contrairement à ce que beaucoup pensent, réduire les distractions n'est pas un renoncement au monde ou au progrès. C'est un acte profond de respect pour sa propre âme. Lorsque vous choisissez de désactiver les notifications, de réduire la consommation de contenu non pertinent ou de vous éloigner du bruit qui vous attire vers l'extérieur, vous ouvrez en fait un canal pour que l'inconscient se révèle. Pour Jung, l'intuition, qui est l'une des fonctions psychologiques les plus importantes, ne fleurit pas dans un environnement chaotique.
Elle est comme une fleur rare qui ne pousse que sur un sol abrité loin de la précipitation et de l'agitation. Dans les moments de silence, lorsque l'esprit cesse de chercher un stimulus et commence à observer des idées émergent et des symboles deviennent clairs, et les émotions refoulées peuvent être comprises et transformées. 5. L'excès est l'ombre déguisée en besoin. Dans la perspective de la psychologie de Carl Jung, ce que nous appelons l'excès est souvent une matérialisation inconsciente de l'ombre, cette partie de nous que nous ne voulons pas connaître, mais qui insiste pour s'exprimer. Lorsque nous accumulons des objets, des responsabilités, des habitudes et des relations qui n'ont plus de sens, nous le faisons en grande partie pour éviter de confronter notre vide intérieur. En surface, l'excès qui semble être un confort est en réalité une fuite. Jung nous avertit que tout ce qui n'est pas intégré dans notre âme continue d'opérer dans l'ombre et que l'inconscient gouverne nos vies sans que nous en soyons conscients. La consommation effrénée, un agenda surchargé, le besoin d'être constamment occupé ou de maintenir une certaine image ne sont pas aléatoires. Ce sont les symptômes d'une âme qui tente de combler avec quelque chose d'extérieur ce qui n'a pas encore été accepté à l'intérieur. Cette recherche constante de plus de possession, plus d'attention, plus de reconnaissance, est dans la plupart des cas une tentative d'engourdir le malaise que nous ressentons face à notre propre insuffisance. Cependant, la véritable évolution psychologique ne se produit pas par l'accumulation, mais par le vide conscient. Questionner les excès dans nos vies est un acte de courage et de connaissance de soi. Chaque objet qui n'a pas de fonction de base, chaque obligation que nous acceptons par peur, chaque schéma qui se répète inconsciemment, tout cela véhicule une énergie spirituelle piégée. Lorsque nous nous débarrassons des excès, nous laissons de la place pour que l'authenticité émerge. 6. Des limites saines sont les frontières de l'ego renforcé. Dans la psychologie de Carl Jung, l'ego n'est pas le méchant du voyage. C'est le centre de la conscience responsable d'organiser l'expérience de la réalité et de permettre à l'individu de naviguer dans le monde avec clarté. Cependant, pour que l'ego remplisse cette fonction de manière saine, il doit être bien structuré, mature et enraciné dans l'authenticité. Et l'une des manifestations les plus évidentes d'un ego renforcé est la capacité à établir des limites claires. Dire non avec conscience et sérénité est un geste profond d'affirmation de sa propre valeur. Le but n'est pas de repousser les autres avec rigidité ou agressivité, mais de protéger son propre espace spirituel afin que le processus d'individuation puisse se dérouler sans être envahi par les exigences des autres ou les pressions du collectif. Beaucoup de gens associent encore le fait de fixer des limites à de l'égoïsme, mais en réalité, c'est le contraire. Le manque de limites révèle un ego affaibli qui cherche l'approbation extérieure à tout prix et a peur de créer du mécontentement. Cet ego perméable finit par se fragmenter parce qu'il est constamment transpercé par des volontés, des opinions et des exigences qui ne lui appartiennent pas. Quand un individu dit oui de sa bouche mais non de son cœur, l'âme perd son équilibre. Cette déconnexion interne draine l'énergie vitale et conduit à des sentiments de ressentiment, de frustration et de sentiment d'être piégé. La véritable autorité ne crie pas. Elle se révèle dans un silence soutenu par une conviction intérieure. L'ego renforcé sait ce qui est négociable et ce qui ne l'est pas, et cette sagesse ne vient pas de l'arrogance mais de la sincérité avec son propre monde intérieur. 7. La vraie paix vient en faisant la paix avec l'ombre. Du point de vue de la psychologie analytique de Carl Jung, la véritable paix intérieure ne peut être atteinte en essayant de supprimer les émotions, d'effacer les conflits ou de maintenir une image constante de calme. Contrairement à ce que beaucoup croient, la sérénité n'est pas l'absence de conflit, mais le résultat de l'intégration consciente des forces opposées qui habitent l'âme. Jung nous enseigne que nous portons tous une ombre, le côté caché, refoulé ou renié de notre personnalité. Ce sont les parties de nous-mêmes que nous n'acceptons pas, que nous jugeons inacceptables, inappropriées ou honteuses. Tant que ces parties restent inconscientes, elles continuent d'influencer nos actions, nos décisions et nos émotions de manière cachée et désordonnée.
Beaucoup de gens s'efforcent de paraître équilibrés, forcément ou spirituellement avancés, mais cette façade n'est qu'un masque lorsqu'elle n'est pas soutenue par un travail intérieur authentique. C'est ce que Jung appelait la persona. La persona est utile pour la vie sociale, mais elle devient dangereuse lorsqu'elle se substitue au vrai soi. Une paix basée uniquement sur les apparences est fragile et artificielle et souvent oppressante. Le déni de l'ombre a un prix élevé. Au lieu de nier ce qui est douloureux, le chemin que Jung suggère est de regarder à l'intérieur avec courage, d'accueillir ce qui a été exclu et d'entamer un dialogue avec les parties oubliées de l'âme. Reconnaître la colère, la jalousie, la peur ou le désir de contrôle n'est pas un signe de faiblesse, mais un signe de maturité spirituelle. C'est dans ce processus de confrontation avec l'ombre que nous commençons à comprendre nos réactions les plus profondes, nos contradictions et nos blessures. Cette intégration crée une paix réelle. 8. Reprendre le contrôle de l'attention, c'est reconquérir l'autonomie spirituelle. Pour Jung, l'attention n'est pas seulement une fonction de la conscience, mais un puissant levier de transformation intérieure. Lorsque vous dirigez votre attention de manière délibérée, consciente et continue, vous façonnez directement le contenu qui sera incorporé dans votre âme. Tout ce que vous consommez, images, mots de relation, idées, environnement, devient une partie de votre monde intérieur. Et si vous ne choisissez pas délibérément à quoi faire attention, l'inconscient collectif choisit pour vous. Autrement dit, laisser votre esprit au flux chaotique des stimuli externes, c'est comme abandonner le gouvernail de votre propre vie à des forces impersonnelles automatisées et inconscientes. L'attention dispersée est un symptôme de fragmentation intérieure. À chaque clic impulsif, à chaque notification qui détourne votre attention et à chaque contenu que vous absorbez sans filtre, vous vous éloignez un peu plus de l'axe de votre propre conscience. Jung nous rappelle que le processus d'individuation, le processus de devenir soi-même exige une discipline et une présence intérieure, et la présence commence par l'attention. Lorsque vous entraînez votre attention, vous renforcez l'ego dans sa fonction la plus élevée, faire la médiation entre la conscience et l'inconscient, le monde extérieur et les profondeurs de l'âme. Une attention éveillée peut identifier des schémas répétitifs, remarquer des projections, accueillir des émotions et soutenir des choix avec une plus grande clarté. Par conséquent, la personne qui reprend le pouvoir sur son attention reconquiert également le gouvernail de sa propre existence, et pour Jung, c'est le début de la véritable liberté intérieure. 9. Vivre avec un but, c'est entendre la voix du soi, pas celle de l'ego, à la lumière de la psychologie de Carl Jung. Vivre avec un but est bien plus que de suivre des objectifs externes, des ambitions fabriquées ou des idéaux imposés par l'environnement social. C'est avant tout écouter la voix du soi, la voix de cette partie profonde de l'âme qui représente la totalité de l'être, l'essence qui tente d'émerger dans la conscience tout au long de la vie. Le soi ne crie pas, il chuchote. Son langage est symbolique et intuitif. Il se révèle dans les rêves, dans les angoisses existentielles, dans les moments de silence et dans les impulsions créatives qui remettent en question la situation existante. Le suivre demande du courage car il pointe souvent dans des directions contraires aux désirs de l'ego, aux attentes de la famille ou de la culture et de la logique conventionnelle. Cependant, notre vie ne commence à prendre un sens réel que lorsque nous répondons à cet appel intérieur. L'ego, quant à lui, est la partie de l'âme qui recherche le contrôle, la reconnaissance et la stabilité dans le monde extérieur. Il est bien sûr nécessaire mais limité. Quand il devient tyrannique lorsque ses motivations suppriment la voix de l'inconscient, nous commençons à vivre une vie qui n'est pas la nôtre. Nous prenons nos décisions en fonction de la peur de la comparaison ou de l'anxiété de ce que les autres diront. Nous faisons ce que les autres attendent, pas ce dont notre âme a besoin, et cette disharmonie se transforme finalement en symptômes anxiété, ennui profond, déception récurrente, un sentiment de vide. Jung appellerait cela la perte du sens de la vie. Vivre avec un but, par conséquent, ne consiste pas à suivre un plan fixe, mais à entrer dans un dialogue continu avec l'inconscient. 10. La vraie transformation est une alchimie de l'âme réalisée au quotidien.
La vraie transformation que Jung nous propose n'est pas un événement grandiose ou extraordinaire qui se produit en un instant. C'est un processus progressif, subtil et interne, une véritable alchimie de l'âme. Cette transformation ne se produit pas avec de la magie ou le pouvoir d'événements extérieurs. Elle se travaille avec de petites habitudes conscientes que nous cultivons avec intention et pleine conscience chaque jour dans la texture silencieuse de notre routine. Chaque geste simple, qu'il s'agisse de prendre quelques minutes pour réfléchir, d'écrire sur vos sentiments, d'observer vos émotions sans jugement ou simplement de respirer avec attention, sert de composant de ce grand travail intérieur. Ces habitudes souvent sous-estimées par notre société trépidante sont le feu lent qui transforme le plomb du désordre spirituel en l'or de la connaissance de soi et de l'intégration. Par conséquent, le travail quotidien est essentiel même s'il semble petit et répétitif. C'est la construction de cet espace intérieur de conscience où le soi trouve un terrain fertile pour grandir. La transformation a lieu dans le silence entre une habitude et une autre, dans la patience de se permettre de ressentir, dans la persistance de choisir d'agir avec intention. C'est un processus qui exige de la discipline, mais aussi de l'autocompassion, car l'âme ne change pas par la force, mais par l'attraction de ce qui est authentique et sincère. Chaque pas en avant, aussi petit qu'il puisse paraître, est une victoire contre le chaos intérieur et un pas vers la totalité. Le voyage de la vraie transformation n'est pas externe, c'est un voyage profond vers le centre de votre être. Maintenant, la question qui demeure est, êtes-vous prêt à regarder à l'intérieur de vous-même, à affronter vos ombres et à permettre à la véritable alchimie de votre âme de s'opérer dans votre vie? Le vrai changement commence au moment où nous prenons la responsabilité de notre développement intérieur et choisissons de cultiver les habitudes qui reflètent cette décision.